Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te faire une petite analyse des startups en cours de levée de fonds sur Anaxago. J'avais déjà fait la même chose avec un autre site qui proposait un certain nombre de startups et j'avais eu des feedbacks très positifs. Donc eh bien, je vais faire la même chose sur les startups du moment sur Anaxago et les décrypter bien sûr selon mes critères d'investissement. Avant de commencer, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis en cliquant sur le bouton juste sous cette vidéo. C'est parti. Alors je suis là sur le site d'Anaxago et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 startups en cours de levée. Ici on a The Graduate mais c'est pas une startup donc je vais pas aller sur ce sujet là. Donc là il y a appel de fonds dernière place, donc un peu sur la fin pour ces deux là. Dernière place et là 3 réservations ouvertes. Donc c'est moitié-moitié qui sont en train de se terminer, l'autre moitié qui sont ouverts et en cours de route. Donc on va commencer par le premier Epowa qui est ici, donc je les ai tous ouverts. Voilà. Alors Epowa, qu'est-ce que c'est? Panneaux solaires autonomes avec système de paiement à distance pour permettre aux Africains hors de grandes villes de développer une activité commerciale. Donc je vais prendre mes 7 critères d'investissement: équipe, unfair advantage, marché, scalabilité, effet d'échelle, monétisation, marge, valorisation. Et je vais te dire un petit peu ce qu'il en est. Donc je précise que ces dossiers, quasiment tous, je les découvre pour vraiment te montrer mon raisonnement, que tu vois en direct comment je raisonne. Donc je vais d'abord regarder l'équipe. Ça va être dans entreprise. Donc, est-ce que les fondateurs sont expérimentés? Est-ce qu'ils ont monté d'autres boîtes auparavant ou pas? Alors, ingénieur, Grenoble spécialisé en énergie ou environnement. Donc, il vient pas du milieu du solaire. Directrice partenariat, ingénieur Supélec, spécialisé dans l'énergie. Donc là, on y est quand même. Et puis Supélec, évidemment, quand même. Et ingénieur PhD, près de 10 ans d'expérience en énergie solaire. Donc lui, il est dans le solaire, elle est dans l'énergie. Et lui, il est dans l'énergie quand même. D'accord. On va aller voir très rapidement son LinkedIn. Donc ça c'est pour l'équipe. Ça a l'air pas trop mal. Alors le unfair advantage, qu'est-ce qui fait que eux sont les mieux placés pour réussir si quelqu'un d'autre voulait se lancer et ouvrir des panneaux solaires, équiper des panneaux solaires en Afrique? Notoriété d'un fournisseur d'énergie, preuve de concept réussi. Donc, ils ont une présence précoce sur le terrain. Tout ça, c'est un peu du blabla, mais c'est quand même important de le savoir. L'enjeu technique, imposer les conditions de vie locales, concevoir une solution simple d'utilisation qui limite les risques. Donc, moi là-dessus, je leur donnerais quand même une pas trop mauvaise note, parce qu'ils sont déjà au Cameroun et ils envisagent 3 autres pays. Alors, est-ce que... Oh là là, mon LinkedIn, c'est une catastrophe. La vitesse, donc Kylian Duranty, CEO et co-founder. Donc une très belle photo. Il a fait Mississippi State University. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Donc c'est ça, voilà, il bossait chez GDF, donc effectivement l'énergie. Donc c'est sa première boîte, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui n'est pas une bonne chose non plus. On va aller juste voir notre ami le CTO, puisque Maxime Forster. Renewable Energy Consultant. Est-ce que c'est lui? Ouais, si, c'est ça. Donc il est consultant, il n'est pas CTO à full time, ou pour être plus précis, il est plus CTO depuis le mois de mars 2018. Donc ça, c'est évidemment un gros point négatif. Le CTO s'est barré. J'espère qu'ils ne se sont pas engueulés. Mais plus de CTO, il est toujours sur le site. Donc tu vois, toujours important d'aller faire ta propre due diligence, d'aller voir ce qui se passe. Le unfair advantage, donc je vais leur donner quand même des points. Ils font déjà 15 millions. Ah non, ils font pas déjà 15 millions de CA. Ils sont déjà implantés sur place. Ils ont déjà construit leur truc. Donc ils ont voilà, leur kit solaire qui existe déjà, etc., etc. Donc là-dessus, ça va. Le marché, bon bah évidemment, facile. Ah bah le LinkedIn était là. Putain, je suis con. La prochaine fois, je le serai le LinkedIn à droite. Merci Anaxago. Mais tu vois, ils ont mis le LinkedIn de ce mec-là. Et c'est bien le même. Oui, c'est le même gars, c'est la même photo. Qui ne travaille plus, donc ils l'ont quand même mis son LinkedIn sur le site. Donc ça, c'est pas terrible. Bon, donc on enchaîne le marché. Oui, je pense qu'il y a effectivement un marché. Il y a plein d'endroits en Afrique où on a besoin de panneaux solaires pour faire de l'énergie. Ok, on enchaîne. La scalabilité, les effets d'échelle. Alors là, c'est là où moi, évidemment, je vais avoir un gros problème. C'est que, j'essaie de fermer ça, non, on veut pas. C'est que, eh bien, évidemment, pour chaque panneau solaire installé, il faut le produire.
Et donc ça, comme d'habitude, c'est le problème que moi j'ai avec les produits physiques, c'est ma thèse d'investissement perso, hein, ça veut pas dire que c'est un mauvais investissement, mais c'est du coup plus compliqué parce que voilà, il faut produire ce boîtier-là, et à chaque fois, s'ils veulent en vendre 10 fois plus, ils vont devoir en produire 10 fois plus. Donc là, pour moi, c'est un gros point négatif, bien sûr. La marge. Alors, est-ce que réglementaire, executive summary peut-être? Et puis on va aller voir dans entreprise peut-être, marge. Non, on n'a rien. Le produit. Je cherche en même temps, ça te prouve aussi que... Donc là, ils veulent faire, voilà, ils veulent faire 3 millions de marge sur 15, ce qui nous donne une marge de 20%. Donc ce qui est, pour moi, pas une marge suffisante pour un truc où il n'y a pas du gros volume. Hein. Toujours petite marge sur grand flux ou grande marge sur petit flux. Là, c'est un petit flux, puisqu'ils ne vont pas en installer des milliards et des milliards et des milliards. Et... mais c'est l'EBITDA, c'est pas la même chose que leur marge évidemment. Moi j'aimerais bien avoir leur marge de vente, mais ça a l'air d'être pas énorme. C'est dommage que l'info soit pas présente facilement sur le site. Mais évidemment, c'est pas forcément le genre d'info qu'ils estiment qu'il est important pour les investisseurs. Moi j'estime que c'est très important puisque c'est avec cette marge qu'ils vont pouvoir se développer. Donc c'est extrêmement important. Donc j'ai pas l'info sur la marge et c'est quand même évidemment embêtant. J'enchaîne sur la valorisation. Donc là, on va la voir dans l'executive summary quelque part. Tac, non, on va la voir ici dans le dossier d'investissement. Le mémorandum peut-être. Tout ça est bien caché et moi je trouve ça un peu dommage pour les investisseurs, mais enfin c'est une autre histoire. Non, le mémorandum, ça y est pas. Executive summary, note d'opération. Voilà. Donc un truc pas scalable, déjà un petit peu implémenté quand même, et avec une valo de 3 millions d'euros. Voilà, donc qui est quand même relativement élevé, je trouve. Bon, mais c'est que mon avis perso. Voilà pour Epowa, donc un ensemble pas ultra positif. On enchaîne avec Oregon Therapeutics. Alors Oregon Therapeutics, c'est tout simplement un médicament innovant en cancérologie, fruit de 10 années de recherche avec pour indicateur prioritaire les cancers du pancréas et de l'ovaire. Donc c'est une très belle mission, évidemment je les félicite. Moi je n'investis pas dans le médical parce que tout simplement il y a des échéances, des deadlines extrêmement long terme. Et donc ça prend un temps fou pour arriver sur le marché. Et pour gagner de l'argent, tu vois, là ils ont un truc à 2025, tu vois, en phase 3, ils ont seulement à vérifier l'efficacité et la tolérance du produit sur un nombre important de patients. Donc en 2023, ils commencent seulement à vérifier si le truc marche sur un grand nombre. Ce qui est, voilà, il y a plein de gens qui investissent dans la medtech et il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est une très belle mission. Bravo Oregon Therapeutics pour ce que vous faites. Et vous sauvez probablement des vies, donc c'est top. Et moi j'avais regardé un peu la vidéo et c'est vraiment super ce qu'ils font. Mais c'est vraiment pas dans ma thèse d'investissement à nouveau. Donc je passe assez rapidement. Ensuite, dossier suivant. Ah zut, j'ai cliqué trop tôt. On est ici, Limonetic. Alors Limonetic, ça c'est un projet que j'aime beaucoup et dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, que ce soit dans mon club privé, des gens qui m'ont contacté à ce sujet-là, etc. etc. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet-là d'ailleurs que tu peux aller visionner. Donc très rapidement, du coup je vais pas repasser, va voir la vidéo, je te mets la fiche. C'est une boîte que je trouve absolument top. La valo, le point important, c'est la valo de cette opération. C'est quelque chose comme 36 millions d'euros de mémoire. On va aller voir ici la note d'opération. De mémoire, c'est 36 millions d'euros la valo, donc c'est une valo extrêmement élevée. C'est pas de l'amorçage, c'est pas ce que moi je fais. Donc 23 millions d'euros. C'est pas 36, c'est 23, pardon. Mais ça reste extrêmement élevé, tu vois, il se dilue vraiment très peu. Donc moi, c'est pas ce que je fais, c'est pas de l'amorçage, hein, c'est en gros de la série B. Et par ailleurs, je trouve qu'il y a quand même des très grands risques sur Limonetic. Il y a des boîtes comme Stripe, il y a des
tout un tas de personnes dans la crypto. Moi, évidemment, je m'intéresse beaucoup au sujet de la crypto, qui essayent de complètement dézinguer ce qu'ils font. Donc, un truc avec une très grosse valo, pour faire un exit, il va falloir aller chercher un rachat très très cher et une croissance qui s'essouffle un peu quand même, avec des très très grosses menaces, à la fois les Américains comme Stripe et à la fois tous les projets blockchain crypto. Ça, c'est pour l'imonétique. J'enchaîne à nouveau. On va aller voir maintenant Gaster. Alors, les trois restants, je les connais un peu moins. Si, Fred de la Compta, je connais bien. Et Mojo, je connais un petit peu. Gaster, j'ai quasiment pas regardé. Donc, je découvre en même temps que toi. A pour ambition de développer partout en Europe des épiceries mixtes mêlant restauration et épicerie. L'enseigne mise sur une expansion rapide avec 10 points de vente à horizon 2021. Donc, qui dit point de vente, dit pas d'effet d'échelle, puisque à chaque fois que tu veux avoir plus de clients, il faut ouvrir plus de points de vente, il faut payer plus de pas de porte, plus de loyers, plus de salariés dans tes magasins, etc., etc. Donc déjà, scalabilité, effet d'échelle, c'est un gros non. Ça va pas, malheureusement. Ensuite, partout en Europe, des espaces mixtes mêlant restauration et épicerie. Dans un premier point de vente porte-étendard, la MAC de Bruxelles ouvert en 2018. Donc ensuite, sur la concurrence, c'est extrêmement élevé, évidemment. Donc le unfair advantage, pourquoi eux, ils sont mieux placés que, par exemple, Fauchon pour faire ça? Eh ben, ils sont moins bien placés parce que Fauchon, ils ont une marque extrêmement connue et reconnue dans le monde entier, puisqu'ils sont présents dans le monde entier, Fauchon, alors que Gaster, aujourd'hui, n'est pas connu. Le marché, lui, il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens qui achètent, donc ça, c'est yes. Il y a plein de gens qui achètent plein de choses dans les épiceries fines, dans les magasins. C'est très, très à la mode, donc il n'y a pas de souci. Ils ont aujourd'hui aucun point de vente. Donc, à nouveau, sur le unfair advantage, je dis non, non, non. Parce que aujourd'hui, ils n'ont rien. Donc, si toi, tu veux faire la même chose, tu pars du même point que eux, puisqu'ils partent de zéro, toi aussi. D'accord. Le marché, donc évidemment, le marché, il n'y a pas de souci. On a dit que c'était oui. La monétisation, il n'y a pas de souci. Ils vendent des produits. J'ose imaginer qu'ils sont assez malins pour faire une marge correcte sur la revente. En général, dans l'épicerie fine et dans le retail, les marges sont tout à fait bonnes. Donc, je ne vais même pas vérifier. Je pars du principe que c'est OK, puisque, bien sûr, c'est un milieu qui est toujours assez évidente. Alors, responsable de l'approvisionnement chez Fauchon. Tiens donc, comme par hasard, un ancien de chez Fauchon, justement. Ok, donc, ils ont des références, ils ont des super produits, donc ça, c'est très bien. Ça vient un petit peu dans le unfair advantage. C'est-à-dire que si effectivement, toi, demain, tu veux vendre ces produits-là, il faut que tu ailles les voir. Non pas que tu n'y arriverais pas, tu y arriverais sûrement, parce que quand tu dis à des gens, je vais vendre tes produits, en général, ils sont assez faciles à convaincre. Mais en tout cas, ils ont déjà des partenariats en place. Donc la marge, comme je te disais, moi, je pars du principe que c'est OK. Parce que je pars du principe qu'ils font une bonne marge, donc il reste d'aller voir l'équipe et la valo. Donc aujourd'hui, ils en sont nulle part, c'est quand même pas terrible. Voilà ce qu'ils veulent ouvrir. Donc entre 2018 et 2021, ils veulent à chaque fois relever des fonds. Ah ouais. À chaque fois, ils veulent relever des fonds. Donc ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, tu te fais diluer. Ce qui est évidemment extrêmement embêtant, puisque même si la boîte finit par se faire racheter, tu te seras fait diluer 500 fois. Et tu n'auras plus aucune part de la boîte. Donc ça commence assez mal pour eux par rapport à mes critères à moi. On va aller voir rapidement la valo. Donc une boîte qui n'a pas fait de chiffre d'affaires. J'espère que la valo est très très généreuse, c'est-à-dire très basse. Si c'est au-dessus d'1 million, déjà c'est mort. Et même à 1 million, c'est très cher. Voilà, 1 million 1 pour une boîte qui n'a rien fait. Donc là, je suis désolé d'être un petit peu sec et cassant, mais je ne peux pas cautionner ce genre d'investissement à titre perso. 1 million sur une boîte qui n'a rien fait. Bon, ok. Pour ce qui est de l'équipe, donc il y a un ancien de chez Fauchon, Stéphane Roussier, donc qui a l'air d'avoir un certain âge, enfin qui a l'air de pas avoir 20 ans. Je suis pas en train de te traiter de vieux, Stéphane, rassure-toi, mais qui a l'air de pas avoir 20 ans. Il doit quand même avoir un petit peu d'expérience. Il est président de Gaster depuis 10 mois. Il a été président pendant 14 ans d'une boîte de consulting spécialisée dans la growth et dans la restructuration opérationnelle et du M&A. D'accord, donc c'est plutôt un financier. Un opérationnel, restructuration opérationnelle, donc c'est un consultant, c'est pas un homme d'action. Moi j'ai eu la chance de travailler avec un certain nombre de consultants dans ma vie. Ils font pas toujours des bons entrepreneurs. Ça veut pas dire que sous prétexte qu'il est consultant, il fait un mauvais entrepreneur, évidemment. Mais c'est pas toujours le cas, c'est pas parce qu'on a été consultant qu'on est un bon entrepreneur. Il a fait plein d'autres trucs. Pendant 4 ans, il a eu cette boîte, FF&T. Il était founder and chairman, 60 consultants, donc c'était... à nouveau de trucs de IPO et financement, donc un consultant financier.
Il a été International VP, il a été Chairman of the Board, président de Fred Partner. Donc il a créé plein de boîtes, 9 ans quand même. Fonds d'investissement, d'accord, il était président d'un fonds d'investissement. Donc c'est un mec qui s'y connaît vachement en finance, et c'est vachement intéressant, il a un parcours de dingue. Là finalement d'un coup à 50 ans, enfin je sais pas, encore une fois mon pauvre Stéphane, j'espère que je te vieillis pas, on va regarder sa photo, wow, il a bien 50 ans. À 50 ans il se lance dans l'entrepreneuriat. Pourquoi pas? Ce qui est sûr c'est qu'il doit avoir des très bons contacts. Est-ce qu'il maîtrise tous les points de la growth sur l'acquisition online, le référencement, tout ce genre de choses? Pas sûr. On va aller voir très rapidement ses co-founders. Donc Franck Saget, c'est un ancien de chez Fauchon. Et je ne le vois pas. Dirigeant associé chez LCEF, c'est peut-être lui. Qu'est-ce que ça dit? Pas grand-chose. Bon, en tout cas, pas quelqu'un qui aime utiliser LinkedIn. Et Antoine Roussier. Ah, ça c'est lui. Donc lui, un peu plus jeune, diplômé prestigieux. Donc lui, c'est école d'hôtellerie. Donc pareil, est-ce qu'il maîtrise les leviers sur Internet? Est-ce qu'il maîtrise la publicité Google Maps en périphérie d'un magasin pour attirer des gens dans ton magasin? C'est pas sûr. Aujourd'hui, pour moi, une boîte, quand on investit sur une valo comme ça en ligne, il faut avoir de l'Internet, même si c'est du physique. Et quelles expériences ils ont d'ailleurs l'un comme l'autre de la gestion d'un magasin. On ne sait pas exactement. Si lui, il a bossé dans un traiteur. Bon, peut-être. Il a bossé dans des hôtels, donc ça, il sait gérer un hôtel. Est-ce qu'il sait gérer un magasin? C'est pas exactement la même chose. Donc Gaster, équipe expérimentée, mais pas expérimentée dans l'entrepreneuriat. Bon. Et valorisation trop élevée pour une boîte qui n'a rien fait. Donc pour moi, j'en reste là. On va passer à la suivante. Il en reste 2. Alors, donc Gaster, c'est fermé. Il nous reste Mojo. Alors Mojo, ils sont là. Donc Mojo, c'est assez malin. C'est l'intelligence artificielle, le service du cours de tennis. Transforme l'expérience des joueurs de tennis et des fans de tennis grâce à une technologie unique de captation et de traitement de la donnée. Donc c'est un truc, moi j'ai été voir leurs vidéos, c'est assez dingue. Ils te font en temps réel l'analyse du match, le suivi voilà, de chaque balle comme ça, donc c'est assez dingue. Ils te le font voilà, à Roland-Garros, d'ailleurs ils sont en ce moment même, au moment où je te parle, à Roland-Garros, et en temps réel sur une tablette, ils te remontent la data, une tablette qui, on l'a vu au début, voilà, qui ressemble à ça, pour te dire le nombre de services, de revers, de coups droits, tu vois, tous les points d'impact des balles, etc., etc. Donc un truc ultra, ultra quali, ultra smart, avec de l'intelligence artificielle qui permet à toi en tant que joueur de tennis de t'entraîner et qui permet aux spectateurs de suivre, d'avoir plus d'infos. Un partenariat donc avec Roland Garros qui est quand même assez ouf, signé. Ça c'est quoi? C'est Tsonga ce mec au moins. Etc., etc. Donc une boîte assez smart. Donc ça c'est pour le projet, la présentation en général. Et moi j'ai trouvé ça vachement sympa, vachement sexy. Voilà, partenaire de Roland Garros, 40 cours connectés en Europe. Cela dit, ils ont eux un boîtier qui est assez cher à installer, une techno à développer. Donc ça, bien sûr, c'est un gros point négatif pour l'aspect scalabilité, effet d'échelle. Puisque, bah, donc, pour, comme d'habitude, déployer, pour avoir 3 fois plus de cours, il faut déployer 3 fois plus de machines, il faut les payer. Et donc, c'est un peu compliqué. Cela dit, il se rattrape bien, parce qu'avec une seule et même machine, sur un seul et même cours, par exemple sur uniquement Roland Garros, ils peuvent toucher de plus en plus de personnes qui suivent sur la tablette, etc., etc. Eux, ils visent à équiper dans un premier temps les cours de tennis, et c'est pour ça que je mets une note plutôt négative là-dessus, parce que pour équiper chaque club de tennis, bah, il va falloir à chaque fois des nouvelles machines. Alors j'enchaîne puisque je tombe sur l'équipe, on va tout de suite aller regarder l'équipe. Donc Emmanuel Vitovet, pardon, j'écorche complètement ton nom, Emmanuel, excuse-moi. Quelle expérience il a? Donc il est co-founder de Mojo et c'est tout, il a bossé chez Full Six et chez Equino. Donc il a fait du branding, d'accord, donc pas d'expérience entrepreneuriale particulière, c'est pas grave, on lui en veut pas. Charles Chevalier. Qu'est-ce qu'il dit, Charles Chevalier? Il y a personne? On va bien le trouver. Tiens, CTO à Mojo. Ah, alors le CTO, évidemment très important. Ah oui, j'ai été trop vite. Donc c'est un EPITA, évidemment, super école pour faire des CTO. Quelle expérience il a avant? Eh ben, rien, il n'a jamais été CTO. Il est diplômé depuis 2008, mais il a été consultant CRM manager, donc il n'a pas codé avant ça. Ça ne veut pas dire qu'il s'est mal codé. S'il sort de l'EPITA, je pense qu'il s'est plutôt très bien codé, mais pas d'expérience de CTO, donc pas tip top. Et pour terminer, Julien Vernet, Télécom Sud, la CEO et CFO chez Mojo.
qui a l'air bien jeune, consultant chez Accenture, ce qui est très bien, consultant chez Devoteam. Et Bakelite, je crois qu'on a vu notre premier fondateur qui venait de là-bas, donc ils ont dû peut-être se rencontrer là-bas. Donc une équipe jeune et inexpérimentée en entrepreneuriat, ce qui est évidemment pas grave, simplement comme d'habitude un point très positif s'ils sont expérimentés en entrepreneuriat. Donc l'équipe, je mets moyen. Unfair Advantage, je mets un gros oui parce qu'ils ont développé cette techno. Le marché, je mets un gros oui. Le marché du tennis, il est en augmentation, je pense, ils doivent le dire. Je suis quasi sûr qu'il est en augmentation. Un marché où l'offre existante... Voilà, bon, il est en tout cas complètement mort sur le digital, évidemment. Off télévision à faible valeur ajoutée. Bon, il ne dit pas si c'est le marché du tennis. Bon, en tout cas, c'est un marché fort, très implanté en France et dans le monde entier d'ailleurs. C'est un des sports les plus joués et médiatisés. Bon, bien après le foot et probablement le rugby, mais quand même. La monétisation, ok, pas de problème. Ils savent monétiser puisqu'ils vendent leurs machines. La marge, j'imagine que oui. À nouveau, c'est pas des trucs hyper communiqués. Moi, je trouve ça très dommage. Mais j'aimerais bien quand même savoir combien ils font de marge sur l'installation de leur machine. J'avais lu, je crois, parce que je m'étais un peu penché sur le dossier, qu'en fait, ils faisaient quasiment pas de marge sur la machine et qu'après, ils faisaient de la marge en vendant des abonnements. Donc, ils installent la machine, après, ils vendent des abonnements à X, Y, Z pour venir consulter soit des matchs qu'ils regardent, soit leur propre entraînement pour s'améliorer, etc. etc. Donc, mitigé sur la marge, à la fois pas de marge au départ, donc c'est très mauvais, à la fois derrière, ils font quand même de la marge, ce qui est évidemment très malin. Sur un nombre potentiellement grandissant. Que te dire d'autre? Alors là, ça va peut-être être écrit, mais dis donc, c'est un peu le bordel. Donc, ils font du revenue share avec la personne. Donc, par exemple, ils l'installent à Roland-Garros. S'ils vendent directement à un certain nombre de personnes qui veulent des infos sur Roland-Garros, ils partagent le revenu avec Roland-Garros, qui est une très bonne idée, évidemment, parce que ça incite tous ces gens-là à implémenter leur solution. Donc il y a 20 000, hop là, il y a 20 000 clubs. Voilà, ça leur coûte ça. Et donc ça leur coûte entre 2 et 4 000 euros. Ils ont une commission de distributeur de 250 euros. Et là, ils ont un software à 350 euros par mois. Donc eux, c'est ici qu'ils font leur argent. Je crois que là, ici, ils font pas du tout de marge, mais j'ai pas l'info. C'est bien dommage. Donc là, on a toutes les prévisions. Sales, mais on n'a pas les marges à mon avis, je suis en train de regarder. Voilà. Ensuite, donc une valo de 2,6 millions, élevée, mais en même temps tout à fait en phase avec ce qu'ils font aujourd'hui dans leur par rapport à leur chiffre d'affaires et là où ils en sont. Ils sont quand même intégrés dans Roland-Garros, etc., etc. Donc ça, c'est très bien. La valo, je leur mets un OK, ce qui est très rare. Tu as peut-être remarqué si tu suis ma chaîne que je suis très exigeant. Et l'équipe, je leur ai mis un moyen et on a fait le tour. Il reste que la marge. Je leur mets un... Ah bah ça bug, bravo, merci Mac. La marge, je leur mets un moyen. À la fois pas de marge du tout sur l'objet en lui-même, ce qui est quand même très emmerdant. Surtout qu'il n'y a également pas d'effet d'échelle, donc pas d'effet d'échelle plus pas de marge. Voilà. Mais après, il se rattrape en remettant de l'effet d'échelle avec de l'abonnement. Voilà, je pense que tu as compris, c'est la deuxième fois que je le dis. Donc Mojo, un projet intéressant pour les fans de tennis. Une équipe en tout cas qui mène bien sa barque. Après, en tant qu'investissement, un certain nombre de réserves, mais à étudier plus en détail bien sûr. J'en précise pour te dire, si tu es encore là, comme d'habitude, mes décisions précises d'investissement, elles sont pour réserver aux membres de mon club privé Léonis, que tu peux rejoindre en cliquant dans la description, évidemment. Je termine avec Fred de la Conta. Donc Fred de la Conta, c'est une boîte sur laquelle je ne vais pas m'attarder pour la simple et bonne raison que je suis investisseur. J'avais investi lors du premier tour de la première levée de fonds. Là, il s'agit de la deuxième levée de fonds qui vient d'ouvrir. C'est donc un projet, comme tu t'en doutes, dans lequel je crois énormément. Si tu souhaites tout simplement entrer dans ce projet, eh bien, tu peux tout à fait le faire sur Anaxago. La valo, on va tout de suite regarder à combien elle est, si j'ai accès au dossier d'investissement. Ah oui, pour avoir accès, il faut mettre combien on souhaite investir. Je l'avais fait sur les précédents. Donc là, je suis dans la deal room et on va aller voir la valo. Moi, je suis rentré évidemment au premier tour. C'est une bonne façon pour toi, si tu es arrivé jusque-là dans cette vidéo, c'est pour te récompenser. Eh bien, tu peux faire le même investissement que Léonis sans faire partie de Léonis, puisque nous, on l'a fait la fois d'avant. Donc, bien sûr, c'est un meilleur investissement parce que c'était sur une moins bonne valo. Mais si tu crois à Fred de la Conta,
Ah bah non, ma demande est en cours de validation. Si tu crois à Fred de la Compta, évidemment, tu peux tout à fait investir sur ce second tour et encore une fois faire un même investissement que Léonis sans rejoindre Léonis. Si tu veux tous mes deals au moment où ils sortent, avant, au premier tour par exemple, comme pour avoir investi dans Fred de la Compta au premier tour, tu es bien sûr libre de rejoindre mon club privé Léonis. Je te mets le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de mes critères, de mon analyse. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Quelle startup parmi toutes celles-ci te fait le plus envie? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu n'es pas d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu es d'accord? Dis-moi ça en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour recevoir tous mes conseils d'investissement, toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Et évidemment, en complément de cette vidéo, si tu le souhaites, tu peux accéder à 1 heure de formation gratuite. Tu as également le lien juste en dessous dans la description de 5 000 à 72 000 euros en investissant dans les startups innovantes où je t'explique comment j'ai fait pour investir dans les startups innovantes et transformer 5 000 euros d'investissement en 72 000 euros de profit. Et je reviens notamment en détail sur l'ensemble de mes critères que tu m'as vu utiliser dans cette vidéo. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!